Mon général, bonjour. Vous Bonjour, êtes Jean-Luc. le chef d'état-major de l'armée de terre, et dans l'armée de terre, maintenant, on parle d'esprit guerrier. Alors, pour des gens de notre âge, on se souvient plutôt des soldats de la paix. L'esprit guerrier, c'est vraiment autre chose. Ça veut dire quoi? C'est vrai, c'est vrai. Alors, il faudrait remettre ce terme dans son contexte. Tout d'abord, l'armée de terre, vous le savez, l'armée de terre a transformé profondément son modèle, puisqu'elle a adopté maintenant depuis 4 ans un modèle qui s'appelle au contact. Alors, un modèle, c'est quelque chose d'organique, c'est des process. Et donc, j'ai estimé qu'il manquait un supplément d'âme, il manquait un souffle derrière ce modèle. Et finalement, ce que m'a inspiré le 100e anniversaire de la guerre de 14, c'est qu'il y avait une chose qui avait traversé les époques, qui était l'esprit guerrier, celui qui avait nos poilus en 14, et celui qu'ont encore aujourd'hui nos soldats dans le nord du Mali ou ailleurs. Voilà. Donc l'esprit guerrier, j'ai voulu le moderniser, ou en tout cas le définir. J'ai souhaité l'appuyer sur 3 composantes, que sont l'aguerrissement, la haute technologie, qui fait partie de notre monde moderne, à la fois au plan professionnel mais aussi personnel, et puis les traditions militaires. Voilà. Donc ce triptyque a vocation quelque part à nous conserver, je dirais, une supériorité, sans doute aussi psychologique sur l'ennemi. Et peut-être que le jour où la haute technologie sera neutralisée et qu'on reviendra de façon démarquée à de vieilles procédures, on ira peut-être chercher dans l'esprit guerrier la victoire. Mais avant de revenir sur la haute technologie, vous craignez pas quand même que ce soit perçu comme quelque chose un peu belliciste? L'esprit guerrier, c'est un côté agressif. Alors c'est une remarque qui m'a été déjà faite, et qui, lorsque nous avons imaginé l'esprit guerrier, n'était pas vraiment d'actualité. C'était bien avant, je dirais, la fracture sociale que vit notre pays depuis ces derniers mois, et qui se traduit par une forme assez agressive qu'on peut constater dans la société française. Et donc, j'avoue que lorsque nous avons mis en place cet esprit guerrier, il n'y avait pas ce contexte. Nous étions dans un contexte où nous devions faire face à une menace qui était une menace extrêmement dure, à la fois à l'extérieur, mais aussi et surtout sur le territoire national, devant nos portes. Voilà, donc il faudra qu'on accompagne cet esprit guerrier de ce qu'on pourrait appeler aussi l'honneur guerrier. C'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise le soldat français, son exercice du commandement, son exercice du métier des armes. Mais vous avez parfaitement raison, je pense qu'il faudra l'encadrer pour qu'il soit bien compris. Vous avez évoqué les nouvelles technologies. Alors, quand on pense à l'armée de terre, on pense d'abord à des hommes, des combattants, des fantassins dans la boue, qui sautent en parachute. Et on n'a pas d'abord l'idée de la haute technologie, ce qui est plutôt le cas dans l'armée de l'air ou dans la marine, où on voit bien que ce sont des systèmes que servent les hommes. Vous, c'est un peu des hommes qui ont des armes. Ouais. Mais en quoi la haute technologie est quelque chose de stratégique pour vous? Alors il est vrai que pendant de nombreuses années, l'armée de terre a fait un peu figure d'enfant pauvre par rapport à 2 autres armées qui se mettaient en avant comme des armées de haute technicité, ce qui est le cas d'ailleurs. Et donc l'armée de terre est restée comme une armée assez rustique, alors certes centrée sur l'homme, mais pas que. Le char de combat des 50 dernières années, c'est un moteur, une chenille, du métal, un canon. Et puis on découvre que dans le combat moderne, ça peut être aussi un système de commandement, ça peut être quelque chose qui peut travailler en réseau, ça peut être accompagné par des robots. Et donc il est intéressant de se demander ce que sera le char du futur. Voilà. Et je pense que l'armée de terre, résolument aujourd'hui, avec Scorpion, mais pas que avec Scorpion, est rentrée dans une ère de nouvelles technologies, en tout cas, avec certitude. Ce qu'elle partage avec les autres armées, c'est sans doute la haute technologie, c'est-à-dire l'emploi du satellite, le cyber, la protection contre le cyber, donc l'espace, et tout un tas de champs qui sont, à mon avis, des champs qui deviendront communs aux 3 armées pour conduire sur le terrain, dans les mers ou dans les airs, le combat qu'on veut mener. Vous avez évoqué les programmes technologiques de l'armée de terre. Vous avez résumé ça sous le mot de Scorpion, qui est le programme un peu... Et alors, on entend dire que l'armée de terre est une des plus en avance au monde, en avance devant l'US Army, en avance devant la British Army, sur la capacité à faire fonctionner tous ces systèmes ensemble. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, j'en veux pour preuve l'intérêt que Eurosatori a généré chez nos camarades étrangers.
En fait, c'est le fruit de deux types de travaux. Le premier, c'est une forte collaboration entre les industriels et les militaires depuis plus de 10 ans, qui a amené un véhicule, alors là on est dans le hard, hein, un véhicule qui a une forte mobilité, une forte autonomie, une forte puissance de feu. Et le deuxième travail, c'est celui qu'on a mené sur l'idée d'avoir un système de commandement et un système d'évolution partagé au travers de l'information, des systèmes d'information. Et ça, on le doit à nos industriels, qu'on a fait travailler là-dessus, et ce pari est gagné. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, ce qui fait la supériorité, entre guillemets, de Scorpion, c'est cet alliage entre cette capacité un peu ancienne du véhicule en lui-même, et puis ce qu'on lui met dessus en soft pour fonctionner en équipe et en mouvement sur le terrain. Et ça, on est vraiment en avance. Et là, on est très en avance, puisque on est en avance en Europe avec certitude. Nos camarades allemands ont décidé d'essayer de recoller un petit peu au peloton dans ce domaine pour numériser entièrement une de leurs brigades à l'horizon 2023. Voilà. Et donc, sur le soft, aujourd'hui, on est leader. Très bien. Vous avez évoqué l'Allemagne, il est beaucoup question d'Europe, les élections européennes arrivent, l'armée de terre, elle ne fonctionne pas toute seule dans la plupart de ces opérations. De qui vous vous sentez les plus proches? De l'armée britannique ou de l'armée allemande? Alors tout dépend de quel type de coopération on parle. Si on est dans la doctrine, on va avoir probablement, avec nos alliés traditionnels européens, une forte proximité. Si on parle d'opération, les choses sont un peu plus compliquées, puisque vous le savez, chaque pays a ses contraintes particulières, et vous savez que l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, ne peut pas mener d'action de guerre en dehors de son territoire. Donc il est vrai que l'allié britannique, d'une certaine manière, devient notre allié de terrain. Très bien. Mon général, voilà. Merci beaucoup.